Professeur Ngindou Kalala, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour mon cher ami, bonjour Michel. Nous signalons que vous êtes professeur des universités en RDC, en dehors du pays, et que vous êtes un acteur politique, membre de l'Union sacrée de la nation, une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État. D'emblée, DG, nous voulons d'abord parler de votre plateforme politique, vos impressions par rapport à la restructuration du présidium de l'Union sacrée par le chef de l'État. Ok, merci beaucoup mon cher ami pour m'avoir posé cette question. Je crois que c'est une question qui est sur la toile actuellement, tout le monde en parle. L'Union sacrée, c'est la volonté du chef de l'État. C'est lui-même qui a créé cette structure en faisant appel aux fils et filles du Congo pour qu'ils soient ensemble de telle manière à gérer les pays pour les faire sortir des gouffres où il était. Et maintenant, si lui-même a trouvé qu'il fallait récomposer, il fallait remodifier ou bien avoir une structure un peu plus costaud, comme on sait le dire, afin de pouvoir aborder les défis qui sont devant nous. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-bas. Puis c'est sa créature, tout vient de sa volonté. La modification qui est intervenue ou bien les améliorations qui sont intervenues ne pouvaient que dépendre de lui-même. Donc je ne vois pas pourquoi on doit faire des commentaires sur ça, comme si c'était une structure étatique. Est-ce que ça devrait apporter un plus par rapport à ce qui n'était pas fait avant cette refondation? Je crois que c'est mieux. Et s'il a jugé bon de pouvoir amener des fils et filles qui étaient dehors des présidiums et qui peuvent amener un plus dans les réflexions, dans les raisonnements, je ne vois pas de mal pour ça. En tant qu'un acteur politique, quelle lecture faites-vous du dialogue entre le gouvernement et le M23, autrefois rejeté par le chef de l'État Congo? D'emblée, il faut dire, est-ce qu'il y a le dialogue? Vous confirmez que dites-vous de dialogue entre le gouvernement et le M23? Ce dialogue se trouve où? Il y a déjà un communiqué pour ces 15 ici. Vous avez eu le communiqué du gouvernement congolais? Avez-vous un communiqué du gouvernement congolais qui vous dit très bien, ok, nous allons dialoguer avec le M23? Attendez que le gouvernement se prononce. Ça, c'est une activité qui relève du gouvernement. Donc, nous, on ne veut pas nous prononcer sur ce qui n'est pas encore vrai. Mais dans les dires du porte-parole du gouvernement, le ministre des Communications, Patrick Mouyaya, semblait donner de l'importance au communiqué du gouvernement angolais par rapport à ce dialogue. Je ne crois pas. J'ai suivi l'heure de briefing, monsieur le ministre Mouyaya n'a pas dit ça. Il a dit, attendons voir ce qui va arriver. Et de la même manière, la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina, a dit, nous attendons l'acte de mise en œuvre. Et ne pas dialoguer avec le M23, ce n'est pas continuer à accepter qu'il y ait des morts toujours à l'Est, parce que ces groupes continuent toujours à tuer, à violer et à voler nos minéraux. Vous avez vu la France dialoguer avec les terroristes? Vous avez vu l'Amérique dialoguer avec les terroristes? Vous avez vu la Russie dialoguer avec les terroristes? Il n'y a qu'au Congo qu'on doit dialoguer avec les terroristes. Pour accéder au pouvoir, il faut prendre encore les armes. Que dit l'article 64 de la Constitution? Vous qui êtes les journalistes, c'est vous qu'on dit en anglais, en français, comment en lingala, Panzi Sango. Qu'est-ce que l'article 64 dit à son alinéa A et B? On ne peut pas prendre le pouvoir par force. Il faut mettre l'échec à toute tentative de prise de pouvoir par force par un individu ou par un groupe d'individus. Et aujourd'hui, le peuple congolais est où pour appliquer cet article? Professeur Ngindou, vous ne trouvez pas que ne pas faire le dialogue, c'est un comportement ambigu qui laisse la population dans l'embarras? Parce que vous refusez de dialoguer avec les M23 qui occupent certains cités de l'Est, vous refusez de déclarer la guerre et maintenant vous voulez toujours dialoguer avec le Rwanda mais qui n'est pas prêt. Qui vous a dit qu'on refuse? Le verbe refuser vient de qui? Est-ce que le chef de l'État vous a dit qu'il est refusé? Il ne peut pas dialoguer avec les M23. Ah oui, il dit qu'il ne peut pas dialoguer avec les M23. Il le sait pourquoi. Les éléments dont il détient, nous n'en avons pas.
Les M23, qu'est-ce qui est derrière les M23? Pourquoi nous sommes comme ça aveuglés? Qui compose les M23? Dites-moi, qui compose les M23? Si les M23 étaient composés des Congolais, est-ce que pour dialoguer, les Congolais doivent aller à l'étranger chercher un pays? Attendez, est-ce que pour dialoguer, on doit aller chercher un pays voisin qui doit venir envahir, tuer nos frères, tuer nos sœurs, tuer nos enfants pour dialoguer? Et lui-même maintenant il dit quoi? Il faut attendre encore combien de morts pour que... Mais vous écoutez un tel langage? Il faut attendre encore combien de... Donc ça lui fait plaisir de tuer pour forcer la main au chef de l'État. Il n'est pas au même diapason que le chef de l'État, lui. Il est temps de commettre les bavures. Mais c'est à vous de pouvoir intervenir. Les bavures qu'il est temps de commettre au sud Kivu et au nord Kivu. Pourquoi vous ne les relancez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est chaque jour. On a 1000 morts à Bukavu. Plus de 8000 morts à Goma. Et il dit encore, M. Tshisekedi doit attendre combien de morts pour dialoguer? Vous attendez ça? C'est quel cynisme? C'est quel cynisme ça? Et vous êtes content d'un monsieur? Lui-même là, revenons sur le monsieur là. Monsieur, s'il vous plaît. Il a propagé partout que le président Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Très bien. Admettons qu'il n'avait pas gagné les élections en 2018. Ok? Alors, si il a participé à un deal comme il l'a dit, il avait quelle qualité pour participer à un deal? Ça, c'est la première des choses. Lui, il est président de la CENI. CENI, c'est une structure indépendante qui appuie la démocratie. Donc, il n'a pas qualité de participer à un deal politique. S'il a participé à un deal politique, donc il a violé encore la Constitution. Deuxièmement, s'il dit que M. Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, c'est encore pire. Puisqu'il nous a donné celui qui est devenu président qui ne devait pas l'être. Donc, c'est une violation de la Constitution. Dans ce cas-là, il mérite une autre sanction. Il mérite une autre sanction. De 3. Bon, maintenant, les kabylistes qui ont aidé, prenons comme ça, ils disent qu'ils ont passé les pouvoirs. Alors, ils ont violé encore la Constitution. Puisque c'est lui qui a gagné les élections, n'est pas c'est lui qui est au pouvoir, si tel était le cas. Donc, violation de la Constitution. Vous voyez que... analysez votre Constitution. Vous devez bien comprendre cela. Est-ce que les sanctions des Occidentaux sont des sanctions de nous faire dormir debout, ou soit ce sont des sanctions qui peuvent apporter un plus pour que la paix revienne à l'est du pays? Mon cher ami, moi, je ne crois pas à ces sanctions. Mais ce sont théoriques. Depuis qu'ils l'ont dit, bientôt ça sera un mois, rien n'a bougé à Goma. Un pays, pour pouvoir bénéficier de ces sanctions, il faut qu'il soit un pays fort. Nous devions d'abord nous être forts pour que nous manifestions notre puissance, pour que les autres nous viennent en aide. Mais là, nous y allons d'une manière faible. Du point de vue militaire, nous sommes faibles et la puissance militaire ne nous aide pas à pouvoir même accentuer les sanctions sur le Rwanda. C'est vrai, acceptons, c'est déjà un pas. La communauté internationale a fait un pas. Ça a été difficile pour qu'ils arrivent à cela. Voici pourquoi tous les voyages que les gens disaient que Tshisekedi faisait des voyages en vain et ce n'était pas nécessaire, il consommait. Voilà les résultats de ces voyages. Faire comprendre à la communauté internationale que celui qui nous faisait la guerre, c'était les Rwandais et n'est pas les pantins de M23. Faire comprendre aux autres que nous étions envahis par les Rwandais qui recelaient, qui volaient nos minéraux et les revendaient ça. Et finalement, ils ont compris ce discours-là. Il a fallu attendre beaucoup d'années pour que les stratégies du chef de l'État puissent porter les fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont contents. Mais hier, quand ils voyageaient, ils n'étaient pas contents. Parce que vous avez parlé du chef de l'État qui est la première institution. L'autre fois, le chef de l'État avait parlé de la réduction des trains de vie des institutions, mais en voyant au jour d'aujourd'hui la stature de son cabinet publiée récemment par le porte-parole de la présidence, Tini Salama, est-ce que la première institution du pays tient compte aussi de la réduction des trains de vie? Écoutez, la réduction des trains de vie, ça ne se décrète pas verbalement. La réduction des trains de vie se décrète par les gouvernements. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement pour pouvoir me prononcer sur ces... le cabinet du chef de l'État... Vous êtes un acteur politique? Non, le cabinet du chef de l'État, c'est un fait privé. Vous pouvez me dire, le cabinet des anciens,
chefs d'État ou des anciens premiers ministres étaient de combien? Faisons la comparaison. Moi, je ne sais pas le nombre de personnes qui ont été, disons, admis, ou bien les personnes qui... la totalité, la composition, combien la présidence doit avoir comme membre. Qui a ça? Où est-ce qu'on a écrit, dans quelle loi on a déterminé le nombre de personnes qui doivent composer le cabinet de chef de l'État? Avons-nous une loi sur ça? Quand nous faisons des commentaires sur un élément de ce genre, nous devons y aller du point de vue juridique. De montrer un texte de loi qui définit le nombre de membres du cabinet du chef de l'État. Si on a dépassé ce nombre-là qui est défini par la loi, à ce moment-là, on peut faire les commentaires. Donnez-moi les nombres définis par la loi. Existe une loi sur ça? Donc, nous faisons des commentaires dans le vin, dans le néant, seulement puisque on n'aime pas le président Tshisekedi. Seulement puisque sa tête ne nous fait pas plaisir. Mais est-ce que vous savez combien on avait les membres de cabinet sur le temps du président Kabila? Vous connaissez ça? Pour en parler, il faut faire la comparaison. Avoir la loi de votre côté, avoir les anciens cabinets, et puis dire, okay, écoutez, sur tel, voici les nombres, et voici ce que la loi prévoit. Et aujourd'hui, voici ce que le président Tshisekedi a promis comme membre de cabinet. À ce moment-là, on peut faire les commentaires. Mais on n'a rien. On parle dans le vide. Moi, je suis un scientifique. Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose comme ça là pour lequel je n'ai aucun élément d'appréciation. La RDC traverse une période de crise sécurité humanitaire. Il y a des morts chaque jour à Goma et à Bukavu. Vous venez de le dire tout de suite là. La rentrée parlementaire s'annonce. Quelle chance donnez-vous à cette rentrée parlementaire? Et pour vous, cette rentrée parlementaire devait être basée sur quoi? Le calendrier de la rentrée parlementaire, je ne le fixe moi. Je ne les fixe pas moi plutôt. Les matières qui doivent être traitées sont fixées par les bureaux. Je ne suis pas membre du bureau du Parlement. Et donc, je ne peux pas vous dire les matières qui devraient être traitées par les bureaux. Vous êtes de votre population? La population. Qu'est-ce que la population? Ce Parlement émane de vous. La population veut la paix. Toi et moi, nous voulons la paix. Comme ceux qui sont à Goma, comme ceux qui sont à Kanyabayonga, comme ceux qui sont à Bunagana, comme ceux qui sont à Walikale, à Lubero, à Bukavu, tous ces gens-là veulent la paix. Si le Parlement peut accompagner le chef de l'État dans sa recherche de la paix totale et définitive, nous ne serons que contents pour ça. Mais aujourd'hui, là, vous dire les matières que le Parlement va traiter, je ne pourrais pas parce que je ne suis pas membre de leur bureau. Ni même les membres du Parlement. Depuis certains moments, Senko et l'ECC ont entamé des démarches pour les plans de la paix, ressortir les pays dans la crise. Quelle lecture faites-vous du travail abattu en dehors du pays, dans les pays par la Senko et l'ECC? Écoutez, le dialogue, c'est un élément important, très important pour la vie de chaque citoyen. Même dans la famille, on doit dialoguer. La démarche entreprise par les deux églises, elle n'est pas mauvaise. Personne n'exclut qu'on demande le dialogue. Cependant, cette démarche-là est-elle sincère? Quel est l'objectif réel poursuivi par cette démarche-là? Prendre des contacts avec les chefs d'État voisins, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'ils marchent avec la même diplomatie que le gouvernement central a? Ou ils ont un autre agenda caché derrière ça? Leur diplomatie actuelle va de pair avec la diplomatie engagée par le chef de l'État et par son gouvernement? Ou c'est une autre diplomatie? Ou c'est une autre ligne de conduite qui s'écarte de la ligne de conduite du gouvernement central et du président de la République? Si cela n'était pas le cas, bon, écoutez, je ne pourrais pas, moi, être d'accord avec eux. Mais s'ils sont dans la ligne de conduite du chef de l'État, ils sont dans la ligne de conduite du gouvernement central, tant mieux. Mais la deuxième des choses, ils ont été mandatés par qui? Ils ont eu le mandat de qui pour le faire? Avez-vous vu
l'église catholique du Rwanda et l'église protestante du Rwanda venir au Congo, demander au Congo si il faut le dialogue ou il ne faut pas faire le dialogue. Pourquoi au Rwanda, l'église catholique et l'église protestante du Rwanda ne demandent pas le dialogue entre l'FDLR et le gouvernement rwandais? Avez-vous vu l'église catholique de Centrafrique venir au Congo, l'église protestante du Centrafrique venir au Congo pour demander s'il faut organiser le dialogue en Centrafrique? Avez-vous vu l'église catholique et l'église protestante et musulmane de Tchad venir au Congo, voyager de gauche à droite pour demander le dialogue? Mais ça dépend de leur régime aussi. Non, quel régime? Ils sont des régimes parlementaires et des régimes semi-présidentiels. En Centrafrique, c'est un régime semi-présidentiel. Au Tchad, c'est un régime semi-présidentiel. Des fois, nous en faisons trop. Nos églises, des fois, nous en faisons trop. Et moi, je crois que ce que nos deux églises sont en train de faire, tout en acceptant la liberté de chacun de contacter qui il veut, la liberté de chacun de se promener, mais je ne suis pas tout à fait... Moi, je suis de l'église catholique, je suis fidèle et je suis croyant, je suis même président d'une commission des intellectuels dans une de paroisse de la place ici à Kinshasa. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche-là. Si cette démarche n'est pas sincère, je dis bien, je ne suis pas d'accord. Mais si elle est sincère, tant mieux. Mais même si elle était sincère, ils n'ont pas qualité d'aller consulter les chefs de l'État pour les affaires internes, les chefs de l'État des pays voisins, pour les affaires internes. Ils sont partis avec quelle ligne de conduite? Est-ce que quand ils ont vu notre chef de l'État, il leur a dit ce qu'il fallait dire aux autres chefs d'État? Et quand ils sont là-bas, là, qui est le témoin des chefs de l'État qui marche avec eux pour se rendre compte qu'effectivement ils disent la vérité, ou ils parlent du même langage avec les chefs de l'État, ou le même langage avec le gouvernement central? Donc il n'y a aucun témoin. Et pour qui il court? La question c'est là. Pour qui il court? Pour faire le dialogue à l'interne ici, on a besoin d'aller voir les chefs d'État voisins, aller même en Europe. Mais pourquoi nous nous exposons comme ça, nous les Congolais? Pourquoi nous aimons exposer notre linge sale qui doit être lavé en famille? Nous allons l'exposer à l'extérieur. Comment les autres là nous prennent? Je viens de vous donner l'exemple de plusieurs églises voisines. Congo-Brazzaville à côté ici. Vous avez jamais vu l'église catholique du Congo-Brazzaville venir ici? En Angola, l'Angola a eu la guerre pendant 25 ans. Les Angolais étaient ici chez nous. Toi-même, tu le sais. Beaucoup étaient à Migalay. Là-bas, nous avons étudié avec Migalay. Nous avons même un professeur d'Angolais à Migalay. Est-ce que vous avez vu l'église catholique angolaise venir ici à Kinshasa chercher Cardinal Malula ou chercher Mobutu? Non, les nôtres exagèrent, mon cher ami. On est parti trop loin. On est parti trop loin. Moi, je crois qu'il y a anguille sur roche de cette démarche-là. S'il vous est demandé de prodiguer les conseils à notre justice, aux dirigeants de notre pays, face à certains mandataires politiques qui aujourd'hui cohabitent avec les M23 qui tuent et puis volent nos minéraux, par exemple le sénateur Ravi, Joseph Kabila ainsi que d'autres, quel conseil donnerez-vous à la justice et au gouvernement congolais? Non, moi je crois que la justice est en train de faire son travail. On a déjà arrêté certains de nos compatriotes généraux qui avaient fui. Hier, on avait ouvert les procès qui va continuer le 20, j'ai compris comme ça. Autre chose, mais il faut ouvrir un conseil de guerre. Ça, c'est un conseil que je peux vous leur donner, un conseil de guerre immédiat, puisque nous sommes en guerre. Pendant la période de guerre, on ouvre un conseil de guerre. Il faut que les chefs de l'État proclament un conseil de guerre. Une fois que le conseil de guerre est proclamé, bon, dans ce cas-là, tous ces éléments sont reversés dedans. Et ceux qui doivent être punis selon... Nous sommes pendant la guerre, hein. Il y a la loi militaire, la loi martiale. Hein. C'est en ce moment ici qu'il faut appliquer la loi martiale. Professeur Ngindou Kalala, nous vous disons merci de votre disponibilité. C'est à vous que je remercie, mon cher ami, d'être venu vers moi.